Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai pas mal réfléchi et je me dis que les prochaines vidéos, je pense plutôt faire des vidéos à thème, puisqu'en effet, vu la dernière vidéo sur les États-Unis qui a atteint pratiquement 20 000 vues sur toutes les plateformes, je sens que le besoin du moment c'est plutôt des vidéos courtes, facilement partageables, sur un thème précis avec davantage de profondeur et de réflexion. Aujourd'hui donc, place aux élections présidentielles françaises de 2022. Avant de commencer, je précise que chacun vote pour qui il l'entend et que cette vidéo n'est absolument pas là pour attaquer tel ou tel candidat ou au contraire faire la promotion d'autres candidats. Sachez enfin que l'on traitera, comme la dernière vidéo, de faits vérifiables ainsi que d'hypothèses que je formulerai. Elle a plutôt pour but de prendre les toutes dernières infos pour en comprendre les enjeux et les modalités. Donc on commence avec les modalités que l'on peut attendre de l'élection présidentielle de 2022. Alors tout d'abord, on peut déjà dire que cette élection sera très particulière en raison du Covid. On peut déjà se questionner sur les modalités de ces élections. Pour nous éclairer, nous avons tout d'abord Valérie Bugeaud, qui en parle très bien sur TV Liberté. Je vais vous donner mon avis sur tout ça, qui n'est que mon avis personnel. Donc, encore une fois, je peux me tromper, je ne suis pas Madame Irma. Néanmoins, cet avis est étayé par de solides observations et solides connaissances du fonctionnement du système à la fois politique et économique. Donc, je dirais que d'une part, la future élection présidentielle n'est pas certaine. Pour moi, elle n'est pas certaine. Et que d'autre part, si elle a lieu, vous pouvez être certain que quelle que soit la personne qui sortira des urnes, que j'appelle les urnes funéraires, ça sera quelqu'un à la solde du pouvoir économique global. Donc que ce soit Macron, que ce soit n'importe qui d'autre, même une tête que nous ne connaîtrions pas. Marine Le Pen, Éric Zemmour. Absolument, tous ces gens-là travaillent dans le système. Le lieutenant de M. Attali, Audrey Tcherkov. Voilà. Donc en réalité, quelle que soit la personne qui émergera si élection il y a, les rapports de force sont tels aujourd'hui, ils ont tous les leviers à leur disposition, il n'est pas possible que cette personne ne soit pas à leur service. Le vote par correspondance, vous pensez qu'on va nous l'imposer pour 2022 ? Écoutez, probablement. En tout cas, c'est déjà fait, disons que pour les élections antérieures, c'est ce qui s'est fait pour l'outre-mer, tous les Français de l'étranger. Donc je pense que de toute façon, ce qui compte, ce ne sont pas ceux qui votent qui comptent, ce sont ceux qui comptent qui votent. Et ça, c'est une citation de Staline qui avait parfaitement compris le sujet. Et vous savez qu'aux dernières élections, les élections ont été consolidées donc à Austin, Texas. Donc il n'y a plus de souci à se faire pour les élections. Comprenez bien que les élections est un processus parfaitement maîtrisé par ces gens qui ont pris le contrôle de l'humanité et qui sont, encore une fois, je le répète, et je l'ai bien expliqué dans mon ouvrage, qui s'intitule « Les raisons cachées du désordre mondial », en réalité, ce sont les grandes structures économiques qui ont pris le pouvoir politique dans tous les États d'Europe occidentale. L'élection aura-t-elle lieu? Donc selon elle, se pose carrément la question du maintien de ces élections présidentielles. Vont-elles avoir lieu ou pourraient-elles être reportées? Dans l'article de Ouest France, Romain Rambaud, professeur de droit, considère ce cas de figure comme étant hautement improbable. Il faudrait que la situation sanitaire empêche la tenue du scrutin, même réaménagée avec par exemple la mise en place du vote par correspondance, explique-t-il. Donc hautement improbable, sauf si la situation sanitaire le contraint. Ça nous rappelle vaguement la communication du gouvernement avec le pass sanitaire. Impossible, tout en étant quand même possible. Donc première possibilité, ce serait un report de l'élection présidentielle. J'avoue que moi-même, elle me surprendrait quand même, mais bon, on a eu notre lot de surprises jusque-là, donc il me semblait important d'en parler quand même. Surtout que ça arrangerait, je pense, le principal intéressé, notre cher président, de prolonger son mandat. Deuxième possibilité, elle nous est présentée par M. Darmanin lui-même dans une vidéo que l'on pourrait carrément taxer de complotiste, étant donné les propos qui sont tenus. La République, dans son programme, a dit qu'il était favorable au vote à distance. Oui. Voilà, donc je travaille, sous son autorité, à mettre en place le vote à distance. Vous allez mettre en place le vote à distance. Nous travaillons à le faire, mais il faut garantir... Vote à distance, ça veut dire quoi? Vote sur Internet, vote par correspondance Vous conviendrez, monsieur Bourdin... Qui a abrogé en 1975. Alors, c'est le vote par correspondance. Oui. Qui a été abrogé en 1975. Le vote à Oui. distance n'est pas tout à fait le vote par correspondance. Non. Vous conviendrez, monsieur Bourdin, que c'est une question difficile parce qu'on doit vérifier l'identité de la personne qui vote. Oui. Et la loi, d'ailleurs, et la Constitution nous enferment dans des dispositions que n'ont pas les pays étrangers. Par exemple, on doit voter un dimanche. On ne peut pas le faire sur plusieurs jours, contrairement à d'autres pays. Je confère l'Allemagne, voilà quelques heures que les Français ont pu voir ça. Donc il faut regarder tout ce qu'on doit changer, y compris des réformes constitutionnelles. Le vote à distance est techniquement possible pour garder la sécurité de savoir que c'est bien Gérald Darmanin qui vote et que c'est pas sa femme qui l'oblige à voter pour quelqu'un ou ses enfants qui l'obligent à voter pour quelqu'un. Ça va avec votre identité numérique, monsieur Bourdin. C'est ce que nous travaillons. Oui. Vous avez vu qu'il y a une nouvelle carte d'identité qui est sortie. Donc vous y travaillez. Exactement, avec une identité. Dans cette vidéo, notre ministre nous explique que le vote à distance ou le vote par correspondance est clairement envisagé par le gouvernement.
Pour rappel, on a supprimé en France le vote par correspondance en 1975 pour cause de fraude. Mais en plus de cela, il rajoute que pour vérifier les identités de chacun, on fera appel à l'identité numérique. On en a beaucoup parlé dans nos lives, Radio-Québec l'a aussi très bien traité avec une grande efficacité. L'identité numérique à travers le QR code, la reconnaissance faciale, la surveillance généralisée, ne sont plus considérés comme du complotisme et comme étant sur le point d'aboutir. Donc que penser d'un parti qui, sur le papier, n'a pratiquement plus de militants, a réalisé 2,2% aux dernières élections municipales, et qui veut tout d'un coup installer le vote par correspondance, alors que rien sur le plan sanitaire ne nous indique qu'on ne pourrait pas effectuer nos élections normalement. Alors un autre élément important concernant cette élection qu'il faut prendre en compte, c'est l'imposition ou non du pass sanitaire pour pouvoir se rendre aux urnes. Je vous propose l'entrée en matière avec André Berkoff. Comment ne pas être dans tous ces états quand on voit que, il n'y a plus du tout de date pour la fin du pass sanitaire. On pensait que c'était le 15 novembre, mais point du tout. On va en parler avec le sénateur Loïc Hervé, mais auparavant, nous allons écouter les princes qui nous gouvernent, parce qu'ils ont des choses à nous dire, comme toujours, et nous avons à les écouter, comme souvent. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, le fait du jour. Eh oui, on a besoin de passeport pour voyager, on a besoin de passe pour aller dans tel ou tel endroit. Et puis depuis quelque temps, vous le savez, depuis que ce virus au goût étrange, venu d'ailleurs, est venu nous occuper, au vrai sens du terme, eh bien, il y a le pass sanitaire. Et le pass sanitaire était prévu pour être éphémère. En tout cas, il avait un moment. Mais alors, vous allez voir, c'est ça qui est formidable, c'est quand le provisoire dure. Écoutez ce que disait Olivier Véran, ministre de la Santé, fin août. Fin août, voici ce qu'il disait en une conférence de presse. Ce pass, vous le savez, ne peut être prolongé au-delà du 15 novembre, sans quoi il nous faudrait un nouveau texte de loi qui serait à nouveau débattu au Parlement. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça pourrait arriver si le Covid ne disparaissait pas de nos vies dans les 3 prochains mois. Il y a une réflexion, il y a un travail qui est fait, il y a un texte de loi qui sera présenté, il y aura un calendrier évidemment qui sera présenté parce que ça sera temporaire, c'est une mesure qui est temporaire et donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui jusqu'à quand cette possibilité d'y recourir sera prolongée. Mais vous savez que les députés arrêtent de siéger le 28 février, donc ça veut dire que si vous le prolongez, c'est jusqu'à l'été 2022 après les législatives. C'est évidemment une dimension qu'on intègre. Voilà, je ne peux pas vous donner le calendrier aujourd'hui, mais je reviendrai volontiers quand on présentera le texte dans quelques semaines. Olivier Véran, là je ne me trompe pas de prénom, disait, écoutez, voilà, ça pourrait évidemment changer, mais écoutez, normalement c'est jusqu'au 15 novembre, si la situation ne s'aggrave pas, etc. Et tous les chiffres sont là, la situation ne s'est pas aggravée, au contraire, et heureusement, les séjours dans les hôpitaux diminuent, les occupations d'hôpitaux diminuent, etc., les réanimations, et bien voilà. Et alors, voilà Gabriel Attal qui vient dire, mais oui, écoutez, on va présenter, on va renouveler, oui, là, il y a 3 jours, et effectivement, le journaliste lui dit, mais attendez, si vous renouvelez, ce sera jusqu'à l'été 2022. L'été 2022. Mais attendez, il ne se passe pas quelque chose en avril 2022 Il ne se passe pas des élections présidentielles? Vous allez me dire que ça n'a rien à voir, c'est possible. Moi, comment ça se décide? En effet, le pass sanitaire sera sûrement prolongé jusqu'à l'été 2022. Présenté comme ne pouvant pas aller au-delà du 15 novembre par M. Véran, celui-ci a encore réussi à donner raison aux complotistes qui avaient anticipé son prolongement. Sans parler du fait que ce prolongement ne s'appuie sur aucune donnée scientifique, aucune justification quant à la situation sanitaire du pays, il pourrait empêcher une partie de la population de se rendre aux urnes. Ce qui serait assez incroyable sachant que les médias font la morale aux Français depuis quelques années maintenant sur leur non-civisme par rapport au fort taux d'abstention. Vous l'aurez compris, donc cette élection, comme elle nous l'est présentée, sera sans nul doute mémorable. À retenir dans les pages d'histoire, on nous fera sûrement le coup, comme aux États-Unis, de nous expliquer qu'il s'agit de l'élection la plus sûre et la plus égalitaire possible. Mais, attention, en sachant ça, je ne véhicule pas l'idée selon laquelle rien ne servirait de se rendre au scrutin. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas si on aura le droit de s'y rendre, mais que ça soit clair par rapport à ça, même si moi personnellement, à titre personnel, je n'y mets pas un grand espoir, il me semble tout de même important de s'y intéresser. Alors je vous propose maintenant de parler très succinctement des sondages qui nous sont proposés. Bon, soyons clairs, les sondages actuels ne sont pas basés sur la réalité ou sur des faits établis. Commençons par Macron qui culmine en tête peu importe les situations, alors que son parti n'a réalisé encore une fois que 2,2% des voix aux dernières municipales.
Leur nombre d'adhérents a chuté, mais pour ces instituts, ces dernières données n'ont pas d'impact. Or, si ces instituts ne se basent pas sur des faits réels, sur des votes antérieurs, sur quoi se basent-ils ? Bon, en plus de ça, il y a eu pratiquement 2 ans de manifestations de gilets jaunes, une grève des cheminots pour la réforme des retraites, et il a aussi réussi l'exploit de recevoir dans la figure à la fois des baffes et des œufs. Il s'est mis à dos une grande partie des dirigeants étrangers, parmi lesquels la Russie de Poutine, les États-Unis de Donald Trump, le Brésil de Bolsonaro, et je pourrais encore continuer avec d'autres comme l'Italie. Donc on l'a compris, rien n'explique que Macron soit en tête dans les sondages aujourd'hui et avec autant de pourcentage en sa faveur. En dehors de Macron, comment expliquer le score de Zemmour, qui ne s'est encore à ce jour pas présenté, ni a présenté de programme, qui n'a pas encore ses 300 signatures ? On reviendra sur Zemmour, en tout cas un peu plus en détail, un peu plus loin dans la vidéo. Enfin, comment expliquer que certains candidats soient carrément écartés de ces listes de sondages ? Donc ce qu'on peut dire, c'est que les sondages, par leur nature, incitent la population à effectuer un vote utile, entre guillemets. C'est-à-dire de voter pour quelqu'un qui peut gagner plutôt que de voter pour celui de son choix. Si on n'avait aucun sondage, nous serions, je pense, surpris par les résultats qu'il pourrait y avoir aux urnes. On doit donc faire totalement abstraction de ces derniers. Ça paraît d'une évidence affligeante, mais je vois tout de même des personnes réveillées qui tombent encore dans les travers de ces sondages. Il nous faut faire complètement abstraction et voter pour le candidat de son choix, peu importe à combien celui-ci est accrédité. Ensuite, on doit prier pour que notre voisin, qui en a conscience, fasse la même chose. Donc ce principe de sondage conduit inévitablement à écarter les candidats dits les plus faibles. En effet, des personnalités comme Asselineau, Philippot ne sont même pas intégrés dans ces sondages et deviennent pratiquement invisibles aux yeux du grand public. Couplés à une inégalité de visibilité dans les médias, ces candidats sont rendus faibles par le système. La question est pourquoi ? Sans doute car ils sont potentiellement dangereux pour celui-ci. Voilà comment on fait passer une élection démocratique en un tri présélectif. Alors, sujet suivant que je voulais aborder, c'était le débat entre Mélenchon et Zemmour. Alors selon moi, il y a 2 enseignements qu'il faut appréhender à la suite de ce débat. Tout d'abord, le pass sanitaire et toutes les mesures de restriction de liberté ont été carrément mis de côté durant ce débat. Comme on le sait, il s'agit du débat important actuellement. D'ailleurs, les journalistes devraient interroger chaque candidat là-dessus pour qu'on puisse se faire notre propre opinion. Enfin, on sait que si ces candidats ne veulent pas en parler, c'est que le climat actuel ne les gêne pas du tout. En plus de ce thème clairement écarté, celui de la souveraineté française avec la question de la sortie de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN. D'ailleurs, si vous ne vous êtes pas encore penché sur ces idées de reconquête de la souveraineté vis-à-vis d'instances internationales comme l'UE, l'Europe, l'OTAN, je vous invite à regarder certaines vidéos qui traitent de ces sujets, vous en comprendrez mieux les enjeux nationaux. Donc vous avez les conférences d'Asselineau sur l'Europe et l'euro, ou encore celles de Philippe de Villiers qui sont assez intéressantes. Donc en gros, si on vous présente des candidats qui occultent tous les sujets les plus importants, on comprend alors pourquoi on vous les présente, pour que rien ne puisse changer, quel que soit le candidat élu. Donc le premier enseignement, c'est que les politiques, bien aidés par les médias, vont certainement occulter complètement ces débats sanitaires, et faire comme si tout allait bien actuellement. Il sera donc facile pour nous de faire le tri entre ceux pour qui ce débat est crucial, et ceux pour qui il n'a aucune espèce d'importance. Alors je vous avais dit qu'il y avait 2 enseignements à tirer de ce débat. Le second est pour moi le fact-checking. Comme vous le savez, BFM TV a mis en place une cellule de fact-checking durant celui-ci pour vérifier les vraies infos et écarter les fakes. Bon, en dehors du fait que cette cellule s'est complètement foirée, en même temps, rien de surprenant à ce que BFM diffuse des fakes tout en faisant mine de dire la vérité. En dehors de ça, je pense que cela inaugure une nouvelle ère des campagnes, une nouvelle modalité inscrite. Pour être précis, je pense que nous allons avoir droit, durant cette élection, à notre lot de débats présidentiels sur fond de fact-checking, qui aurait pour conséquence, selon moi, 1. D'orienter les débats, et 2. D'éviter que les sujets sanitaires sensibles soient trop traités. Imaginez que vous êtes dans la peau d'un candidat opposé aux restrictions sanitaires. Vous aurez en face de vous tous les candidats du système, mais en plus les médias qui vont fact-checker tout ce que vous pourrez dire. Donc je pense que c'est une garantie supplémentaire dont avait besoin le système pour perdurer. On l'a vu, les informateurs, les lanceurs d'alerte, les soldats numériques, des politiciens courageux ont réussi durant cette crise à faire émerger une autre voix, parfois même sur les plateaux télé. Or, ça le système il en veut clairement plus. Et je pense, après je peux me tromper, peut-être que ça ne sera pas aussi imprégné que je le pense, mais selon moi, il ne serait pas surprenant que ce fact-checking prenne une place de plus en plus prépondérante dans les futures élections, et notamment dans celles qui arrivent. En plus des sondages, des médias, des politiciens corrompus, le système aurait comme nouvel outil les fact-checkers pour faciliter le bon déroulement des débats présidentiels, ainsi que l'accession au pouvoir du candidat choisi. Bon, je parle de candidat choisi, de candidat chouchou, donc ça nous amène sur le thème suivant. Je pense qu'on peut déjà dire que les médias ont trouvé leur chouchou pour cette élection. À l'image de Macron qui est sorti de nulle part et qui a été propulsé sur le devant de la scène à coups d'articles et de tribunes élogieuses à son encontre, Monsieur Zemmour semble être le nouveau chouchou des médias. Alors le fait que je parle de lui comme chouchou des médias pourrait sans doute étonner certaines personnes. En effet, on pousse le narratif selon lequel il serait censuré dans les médias mainstream. Personnellement, je n'ai jamais autant entendu parler d'un mec qui est soi-disant censuré. Si un candidat est censuré, en fait, on ne l'entend pas du tout dans les médias, point.
Et malheureusement, il y en a qui subissent ça en France, actuellement. Alors pourquoi serait-il le chouchou ? Première raison possible, ce candidat semble davantage diviser la population française, qui au passage n'a jamais été autant divisée, que de s'attaquer aux problèmes de fond. Interdire les prénoms non français va donner lieu à des débats sans fin sur ce qui est considéré comme français ou non. Or, un président doit se présenter dans le but de viser l'unité nationale. Pas sûr qu'avec ce monsieur on y arrive. Souffler sur les braises d'un pays qui va mal ne donnera sûrement rien de bon. Les problèmes principaux sont selon lui l'insécurité et l'immigration. Rien sur les restrictions sanitaires concernant le pass sanitaire, les traitements ou encore la contribution à l'OMS. Rien non plus sur une potentielle sortie d'instances internationales limitant notre souveraineté telles que l'UE, l'OTAN, l'euro. En clair, s'il était élu, les problèmes de fond ne seront ni questionnés ni résolus, ce qui peut expliquer qu'il soit autant mis en avant afin qu'il accède à la présidence. Alors deuxième raison, autre possibilité, sa présence pourrait faciliter la réélection de Macron, en siphonnant des voix à Marine Le Pen qui, si on suit les sondages qui ne veulent rien dire du tout, est son seul opposant dangereux. On l'a vu, l'arrivée de Zemmour est clairement un avantage pour Macron. Alors Zemmour, il a pour lui des sondages aux petits oignons qui le placent en bonne position et qui continuent en plus de s'améliorer plus le temps passe. On a aussi Monsieur Poisson qui a d'ailleurs déjà annoncé effacer sa candidature au profit de Zemmour si celui-ci se présentait. Donc en fait, ce que ça me rappelle la campagne présidentielle de 2017 avec Macron, qui a eu droit à toutes les couvertures médiatiques possibles pour le placer en pole position dans les sondages. Sinon, rien de concret ni de factuel n'aurait expliqué son ascension. Donc on a l'impression qu'on rejoue la même chose aujourd'hui avec Zemmour. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on en finisse avec ces couvertures médiatiques qui sont favorables à tel ou tel candidat ou bien qui décrédibilisent d'autres candidats. Alors on enchaîne avec un autre candidat. Bon, l'idée dans cette vidéo, c'est pas de parler de chaque candidat, mais je suis un peu obligé de parler de Monsieur Bertrand. Tout d'abord, je voulais revenir sur cette déclaration qu'il a effectuée. Donc il a dit, je cite, « Je suis le seul qui peut l'emporter face à Emmanuel Macron ». Alors cette déclaration plus que trompeuse tend à nous faire penser que 1. C'est soit lui, soit Macron. On serait quand même pas dans la merde, je dois dire. 2. Ce qu'il y a derrière cette déclaration, c'est que Macron semble tellement fort que seul lui pourrait le battre. Donc en fait, il choisit donc de mettre Macron sur un piédestal, alors qu'encore une fois, rien ne nous fait penser que ce dernier pourrait ne serait-ce que dépasser les 10%. Que penser donc d'un homme qui, plutôt que d'attaquer son adversaire sur ses chances de réussite, vient plutôt à son aide en confortant la fausse idée véhiculée par les sondages, celui que Macron aurait une chance de l'emporter. J'entends ici sans trucage, à la loyale. Si on ajoute à Monsieur Bertrand, Madame Le Pen qui vient récemment de demander de l'aide à Monsieur Macron pour le financement de sa campagne, on se rend compte que les soi-disant adversaires de Macron lui mangent en fait dans la main. Au passage, je vous conseille la vidéo de Monsieur Asselineau sur les politiques qui se sont endettés avec leur parti. C'est une question intéressante qui est posée. S'ils ne sont pas capables de gérer les comptes de leur parti, qui, pour les plus connus, reçoivent de l'aide de l'État, comment seraient-ils capables de gérer les finances du pays ? Enfin, Bertrand aura réussi un gros pari, celui d'amener un peu d'humour dans ma vidéo, qui traite pourtant de sujets plus que sérieux, puisque vous allez le voir, en dehors de lire son script, celui-ci ne semble pas autant préparé qu'il veut bien nous le faire penser. Si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet ? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Au-delà de l'aspect humour, cette vidéo en dit finalement long. Eux, les médias et journalistes, peuvent faire taire n'importe qui grâce aux sondages. Si vous n'êtes pas annoncé dans ces derniers comme étant capable d'être au second tour, alors vous êtes exclu du débat. C'est quand même d'une violence inouïe. Enfin, pour terminer, en lueur d'espoir, on peut tout de même noter que certains candidats sont farouchement opposés aux mesures sanitaires liées au Covid et même à d'autres problèmes de fond comme l'UE, l'Europe. Parmi ceux qui l'ont formulé mais de manière explicite, sans ambiguïté, on peut noter Asselineau, Philippot. Étant donné que cette vidéo n'est pas là pour vous inciter à voter pour tel ou tel candidat, je vous laisserai faire vos propres recherches et vous forger votre propre avis sur celui qui, selon vous, pourrait être le plus bénéfique au sort futur de notre pays. En résumé, reconnaissance du vote blanc, pas de vote à distance, pas de passe sanitaire pour aller voter, pas de sondage mensonger, pas de couverture médiatique sur un candidat en particulier, et peut-être pourrons-nous enfin parler de démocratie et d'élections intègres. Les élections étant le socle de cette démocratie, si ces dernières sont bafouées, le régime dans lequel nous serons n'aura réellement plus rien de démocratique. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc si elle vous a plu, merci de partager, de vous abonner sur mes différents canaux, donc vous avez les liens en description, et surtout n'hésitez pas à poser en commentaire votre réflexion par rapport à ces élections présidentielles de 2022, car c'est en réfléchissant ensemble, en opposant les points de vue, à condition qu'ils soient construits, qu'on avancera collectivement dans notre compréhension. Allez, à bientôt, bye.